remercier Patrick, Vincent, toute l'équipe des rédacteurs pour cette invitation. C'est vrai que c'est très stimulant de lire des textes de collègues aussi réputés, puis qui en même temps sont un peu à l'état de justement de discussion, hein, pas entièrement aboutis, et donc d'avoir des échanges à ce propos. Alors, je vais essayer, comme tu l'as dit, Vincent, d'être aussi discipliné que Jean-Marc. Ce que je ferai comme remarque préliminaire, c'est qu'il m'a semblé que les textes, mais Jean-Marc l'a dit, étaient très convergents. C'est difficile de leur trouver de trouver des motifs d'opposition entre les auteurs, mais c'est peut-être d'ailleurs pas le but. Peut-être que ce qu'il faut, c'est effectivement essayer de voir, au-delà des points de convergence, ce que ça pourrait donner du point de vue du travail collectif qui serait à entreprendre à partir de là. Alors, comment j'ai lu la convergence entre les textes? Il m'a semblé qu'à lire les contributions, toutes nous évoquent l'idée qui voudrait que le sens des savoirs scolaires se joue d'abord au fil du curriculum réel. Donc, le sens des savoirs scolaires, bien sûr, vu des élèves, hein, se joue au fil du curriculum réel et de ce qu'on pourrait éventuellement appeler la négociation de l'orientation de ce curriculum dans les interactions maître-élève. Et donc, une orientation qui serait plus ou moins ressaisie par ces mêmes interactions. Autrement dit, il faut chercher un compromis, et sans doute que ce compromis est de plus en plus complexe à trouver aujourd'hui dans nos sociétés, entre le loisir de l'étude, donc Jean-Marc l'a dit, hein, la fonction historique de la forme scolaire ou les fonctions didactiques de la forme scolaire d'un côté, qui, si on les pousse à l'extrême limite, eh bien, peuvent isoler l'école de son environnement au point où le travail devient tellement académique qu'il peut effectivement aborder des questions très abstraites en y passant beaucoup de temps, ce qui peut donner le sentiment aux élèves que leur expérience scolaire est complètement coupée de la vie des gens. Et puis donc, de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler provisoirement des urgences vitales, qui précisément sont, alors là, du point de vue des élèves, mais pas seulement, de la société aussi, renvoient plutôt à ce qu'on peut appeler les fonctions sociales de l'institution scolaire, c'est-à-dire que l'institution scolaire, si elle s'enferme dans l'académisme, eh bien, sa responsabilité sociale vis-à-vis, ne serait-ce que par exemple, au hasard, le monde qui vient, hein, eh bien, devient extrêmement théorique. Et donc, cette tension, je crois qu'au-delà des textes qu'on lit ici, dans les travaux de recherche en éducation, où que l'on soit dans les démocraties, alors chacune à leur manière, bien sûr, mais où que l'on soit dans les démocraties, les recherches en éducation montrent cette tension qui, peut-être c'est le fait nouveau, est thématisé par les professionnels eux-mêmes, voire les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait débat ou qui fait complexité dans les interactions. Alors, si j'essaye d'étayer cette mise en œuvre de mon raisonnement, je vais le faire en passant à travers les différentes contributions. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est qu'évidemment, on ne rend pas justice à la qualité de chacun des textes en allant si vite, mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, chez Marie-France Bishop, hein, dans son texte, il y a d'abord un constat, le constat de la tension connue, mais dont on est de loin pas sorti, et en France peut-être en particulier, entre la fonction d'instruction et la fonction de sélection de l'école. Voilà. Puisque ce sentiment d'arbitraire, voire de décalage entre la valeur idéale de l'activité de lecture et puis sa rentabilité réelle dans la réussite scolaire met le doigt sur ce qui peut effectivement être un voleur de sens, comme disait Philippe Pernoud chez nous, hein, un voleur de sens parmi d'autres, ou peut-être parmi les premiers, c'est cette façon que produit l'évaluation scolaire d'inciter les élèves à faire le métier d'élève, plutôt qu'à se lancer dans des apprentissages significatifs, y compris en le regrettant, mais il faut bien obtenir son diplôme et donc obtenir ses notes pour progresser. Dans le texte de Marilyn Coquillet, là on est en sciences, là il me semble que la tension est plutôt entre instruction et intégration, mais on reste dans la même architecture.
puisque ce qu'on voit ici, c'est un décalage entre une transposition didactique à partir des savoirs savants ou à partir des pratiques sociales de référence. Donc, Jean-Marc l'a dit, il y a entre autres l'évocation des actions, de ce que Marilyn appelle les actions éducatives contextualisées ou les éducations à, qui seraient éventuellement non disciplinaires, ce qui, ça, peut-être pourrait se discuter. Est-ce que les éducations A sont fatalement non disciplinaires? Est-ce qu'on doit fatalement opposer ces deux choses? C'est pas sûr. Peut-être qu'il faut les croiser. Mais ceci étant, ce qui ici est mis en évidence, c'est de nouveau alors ici, carrément une proposition. Tout à l'heure, Patrick disait qu'on n'a pas à être prescriptif, mais il y a quand même des propositions dans les textes. Une proposition, disons, de manière de faire entrer les élèves dans la culture tout court et dans la culture scolaire en particulier, en connectant le patrimoine des connaissances avec des questions d'aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, une façon d'identifier les disciplines qui n'est peut-être pas la même suivant qu'on est par exemple dans la culture anglo-saxonne ou dans la culture latine, puisque science education, par exemple, c'est la didactique des sciences dans le vocabulaire anglo-saxon, et c'est peut-être l'un des paradoxes de l'école française que le ministère soit un ministère de l'éducation nationale, alors que le rapport au savoir qui éventuellement prévaut dans l'institution est passablement académisé. Yves Reuter, je trouve, élargit en fait le constat que les deux disciplines lettres et sciences, qui étaient traitées par Marie-France et Marilyn, a déjà posé, c'est-à-dire que pour Yves, Yves va chercher les indicateurs de la construction du sens énormément, et presque d'ailleurs exclusivement dans les déclarations d'élèves. C'est ce qui il nous propose, une espèce de synthèse de tout ce qu'il a pu faire lui ou d'autres dans ce domaine. Et si j'énumère quelques-uns de ces indicateurs que j'ai retenus, eh bien, on vrac le lien entre les savoirs scolaires et les questions des élèves, le sentiment d'utilité pour la vie du savoir en question, les impressions de découverte ou d'apprentissage signifiant, une expérience des savoirs, et donc un rapport sensoriel, corporel à ce qui est enseigné, une évolution des identités des élèves, un sentiment de grandir et de progresser ou non, et puis l'évocation des compréhensions des élèves, de leurs propres difficultés de compréhension. Et donc, il me semble que tout ça, alors je ne sais pas ce qu'en penserait Yves, mais tout ça rejoint ce que Jean-Marc disait à propos de Durkheim, c'est-à-dire que l'éducation scolaire d'aujourd'hui, ça reste une socialisation, bien sûr, puisqu'on fait entrer les élèves dans un corpus de normes et de savoirs dont ils n'ont pas à décider, mais en même temps, c'est une socialisation qui se veut de plus en plus subjectivatrice, c'est-à-dire qu'on l'idéal, disons, contemporain, qui est porté par les élèves eux-mêmes, c'est qu'il faut que ces savoirs deviennent des plus-values d'être, comme disait ma collègue Myriam Sifali, c'est-à-dire que les élèves s'en saisissent en ayant le sentiment, c'est là que éventuellement que le sens va jouer, le sens ne naît pas d'un raisonnement, mais le sens naît d'un sentiment de grandir, de progresser, de se développer, de gagner en pouvoir d'interprétation, de compréhension, d'action, au fur et à mesure qu'on apprend. Alors, cette thèse, ou cette hypothèse, je trouve qu'elle est plutôt confirmée par Elisabeth Bauthier quand elle formule, elle, comme proposition curriculaire, de permettre aux élèves de penser, donc de mieux comprendre l'intérêt de comprendre, à quoi sert de comprendre les savoirs scolaires. Et donc, Elisabeth dit elle-même que ce n'est pas un jeu de mots, donc cet emboîtement des compréhensions et finalement cette montée peut-être en abstraction ou en ambition de faire en sorte que l'élève contemporain non seulement comprenne ce qu'on lui enseigne, mais comprenne pourquoi on le lui enseigne, et à la limite comprenne pourquoi il est important de comprendre pourquoi on nous enseigne quelque chose. Bon, on voit bien que ça fixe, je ne sais plus qui écrit ça, je crois que c'est Elisabeth aussi, qui écrit que l'exigence intellectuelle aujourd'hui dans l'école, elle est devenue extrêmement élevée, parce que c'est pas parce que
Il y a éventuellement des nostalgiques qui trouvent que l'orthographe fléchit, ce qui est objectivé, que les exigences par ailleurs n'ont pas augmenté. Les deux choses pouvant d'ailleurs éventuellement être liées, mais ça, je ne me lance pas dans ce débat. Gérard Sansevy, lui, fait une double proposition et qui me semble, alors encore une fois, peut-être que je force un peu ma démonstration, hein, mais qui me semble aller dans la même perspective, puisqu'il fait référence à ses propres travaux sur ce qu'il appelle l'enquête conjointe entre le maître et les élèves. Il insiste sur le peu d'intérêt qu'on porte aujourd'hui et donc situation qu'il faudrait modifier en direction des connaissances tacites qui accompagnent les savoirs, de façon précisément à les ancrer dans la vie des gens, d'une certaine façon, et dans les problèmes qu'ils vivent. Et puis, donc Gérard fait carrément, alors je crois qu'il il se projette dans une réécriture éventuelle du curriculum formel, hein, si j'ai bien compris, en disant qu'on pourrait le faire autour de situations et d'œuvres que moi j'ai trouvé dans la manière dont Gérard le présente, à la fois pédagogiquement modulables, hein, c'est comme ça que je les appelle, c'est-à-dire que pour que les enseignants et les classes puissent s'en saisir sur un mode un peu interactif, comme je le disais au début, eh bien, il faut que le matériau curriculaire soit modulable, et puis il faut aussi, du coup, qu'il soit socialement négocié. Et ça, je vais y revenir dans la fin de mon intervention, peut-être aussi parce que la manière dont le curriculum se négocie socialement à l'endroit où je suis, c'est-à-dire dans un pays qui s'appelle la Suisse et qui fonctionne sur un modèle de concordance plutôt que d'alternance, quand on le compare à la France, eh bien peut-être que la comparaison entre les deux peut être intéressante. Et donc ici, ce que je vois, ce que j'ai vu dans tous les textes, mais c'est particulièrement patent chez Gérard, je trouve, et puis ensuite chez Patrick et Vincent, auxquels je vais venir, c'est qu'il y a vraiment une interdépendance entre la négociation possible sur le second et le premier chaînon de transposition didactique, c'est-à-dire au niveau du curriculum formel, hein, qui va négocier la construction du curriculum formel. Eh bien, s'il n'y a pas une construction négociée du curriculum formel, il y a très peu de chances qu'il y ait une construction négociée du curriculum réel, pour le dire comme ça. Et donc, les deux choses sont interdépendantes. Alors, on n'est pas obligé de vouloir négocier le curriculum réel avec les élèves, mais c'est quand même un peu comme ça que les auteurs, disons, raisonnent. Patrick, lui, il fait lui aussi, j'ai retenu une double proposition. Alors, premièrement, ce qu'il appelle une dialectisation de la constitution et de l'appropriation de la culture commune. Donc, la culture commune ne fait plus accord. Et donc là, on serait au niveau plutôt global politique. Dans les démocraties avancées, pour des tas de raisons qui n'ont pas trait qu'à la post-vérité, eh bien, il est très difficile de tomber d'accord sur ce que serait la culture commune. Tout le monde a un avis sur la question, ce qui fragmente bien sûr les opinions. Succès d'ailleurs considérable, soit dit en passant, comme je le répète souvent à mes étudiants, de l'instruction publique. Hein. C'est aussi parce que les populations sont aujourd'hui scolarisées, formées et documentées qu'elles prétendent avoir voix au chapitre. Avant, éventuellement, elles se soumettaient, mais si on a voulu les émanciper, il ne faut pas se plaindre ensuite que ça nous complique le travail. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, donc au niveau, cette fois, de ce que Patrick, mais ce n'est pas le seul, appelle la culture générale, eh bien, il y aurait double métabolisation à opérer avec les élèves, puisqu'on ne peut plus là, non plus postuler que cette culture générale, autrement dit, alors je ne sais pas si je trahis la pensée de Patrick, mais enfin c'est tout ce qui va permettre l'appropriation, par exemple, des savoirs disciplinaires, et y compris ce qu'on appelle des fois maladroitement, je pense, des compétences transversales. Eh bien, on ne peut plus postuler ça. On sait que les prédispositions qui manquent, eh bien, on serait censé les former, sinon on condamne les élèves, et pas n'importe lesquels, à échouer. Et donc tout ça, c'est un travail à faire, c'est un travail enseignant, c'est un travail à faire avec les élèves. Et donc, on a des billes hein, pour raisonner sur ce travail, mais en même temps, ça reste un chantier qu'on doit collectivement continuer dans lequel on doit collectivement continuer de travailler. Et puis Vincent, qui
qui rédige la contribution la plus historique, peut-être politique, eh bien, lui, me semble-t-il, hein, dit des choses un peu semblables, mais en ajoutant quelque chose qui va m'intéresser, c'est que si on raisonne au niveau vraiment des structures scolaires, et donc on peut considérer que la réflexion curriculaire, bien entendu, inclut les structures scolaires, Vincent, toi, tu finis par plaider pour une pluralité des offres de l'offre de formation, mais aussi, bien sûr, du coup, les moyens, des moyens qui soient offerts aux élèves pour assumer cette pluralité, s'orienter dans cette pluralité, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que, personnellement, j'ai retenu de ma lecture des textes. Alors, si je prends, je crois, les 4 minutes qui me restent, je vérifie, je regarde le contrôleur, je contrôle le contrôleur pour savoir si je suis dans les normes. Eh bien, si je me ressaisis de tout ça à l'arrivée, ce que je dirais, c'est que, comme je l'ai déjà évoqué, ça me semble vraiment important, intéressant et peut-être nécessaire de penser ce qu'on constate et éventuellement ce qu'on entrevoit du côté du curriculum réel, en même temps qu'on fait la même chose pour le formel et réciproquement. Autrement dit, on serait dans une situation de négociation sociale de plus en plus complexe dans certains pays conflictuels, dans d'autres pays processuels de la définition de la culture commune, ce qui donc peut nous inciter, et alors là il y a tout un chantier à mon avis qui s'ouvre du côté des producteurs du curriculum formel de l'école et par l'école. Si je reprends ce que dit Gérard à propos des situations, si je reprends ce que disait Marilyn ou Marie-France à propos des éducations, est-ce qu'il faut faire entrer les œuvres dans ce curriculum formel, hein, comme des points d'appui qui seraient des points d'appui précisément médiateurs entre ce qu'apportent l'école et les enseignants et ce que recherchent éventuellement les élèves et les populations? Moi, j'aurais un candidat aussi à participer à cette zone intermédiaire, c'est les concepts. Je trouve que ce soit dans les curriculums d'ailleurs de formation des élèves ou de formation des enseignants, les concepts qui peuvent être définis sur leur face opératoire, c'est-à-dire que les concepts, c'est d'abord ce dont on use pour résoudre des problèmes dans des situations, mais ils ont aussi leur face discursive, c'est-à-dire leur face plus académique, hein, c'est-à-dire y compris, si vous voulez voir clair à propos du concept de domination, peut-être qu'il faut lire Bourdieu. Et donc, cette double face du concept, eh bien, peut-être qu'elle en fait un candidat intéressant à être plus clairement identifié et identifiable dans les curriculums formels. Maintenant, là, on est du côté de la production scolaire, du curriculum scolaire. Ce que j'aurais tendance à dire pour ma part, pour conclure, c'est que si une pédagogie interactive qui associe les élèves aux orientations curriculaires a besoin d'un curriculum qui soit construit dans une zone intermédiaire entre des savoirs académiques qui seraient entièrement programmés et puis des situations de la vie ordinaire qui, elles, seraient complètement ouvertes, hein, eh bien, si on cherche un compromis entre ces deux logiques, alors on a sans doute besoin aussi de trouver un compromis dans la manière dont on rédige le curriculum formel. Parce que si on n'a pas ce compromis dans la rédaction du curriculum formel, on a très peu de chances d'aboutir en réalité. Alors, bien sûr, on peut spéculer en chercheur, mais est-ce que la nation va se doter du curriculum dont elle a besoin pour que les enseignants puissent faire ça? Il me semble que la condition, ce serait de réfléchir à la manière dont les programmes en France sont écrits, et pas forcément à leur contenu d'abord, hein,
c'est là que je fais la comparaison, par exemple, entre votre pays et le mien, pas d'abord dans leur contenu, mais d'abord dans la liste des participants qui ont droit au chapitre dans la construction de ce contenu. Et là, alors, je crois qu'il y a d'énormes différences entre les pays, entre des pays, par exemple, qui comptent beaucoup sur l'expertise académique, voire sur la représentation politique, comme c'est le cas en France, ce qui politise quand même énormément le curriculum, alors que dans d'autres endroits comme dans mon pays, eh bien, alors les élus sont indirectement impliqués, les experts sont partie prenante, mais les professionnels et les associations professionnelles sont au premier rang. Et puis, au-delà d'elles, eh bien, il y a d'autres milieux qui sont impliqués, y compris le milieu économique, y compris le milieu culturel. Et donc, il y a toutes sortes de consultations. Alors, tout ça est très helvétique, mais je termine là-dessus pour dire, non pas pour dire qu'il faudrait faire le curriculum comme on le fait en Suisse, parce que l'école suisse, elle a toutes ses tares à elle, hein, mais que la comparaison, disons, entre le consortium qui produit le curriculum formel dans certains pays et dans d'autres me semble très importante, sans quoi, effectivement, on peut continuer de produire des curriculums idéaux dans les travaux scientifiques, mais rien ne bougera vraiment d'un point de vue plus pragmatique.